Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la politique et on est dans un climat très compliqué. On va en parler dans une minute. J'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment ça va, Thibaut? Salut Max, ça va très bien et toi? Ça va très bien, même si on peut un petit peu se poser des questions sur l'état de notre démocratie, du moins si on parle du monde occidental, avec pas mal de chamboulements en France et aussi aux États-Unis. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir, par exemple, quelques extraits du débat présidentiel récent. C'est pas fameux. J'ai entendu que ça panique pas mal aussi dans le camp démocrate. Et de toute manière, peu importe le candidat, ça s'annonce moyennement, j'ai l'impression. Oui, et on peut ajouter aussi qu'en fait, 2024, c'est une année historique sur le plan électoral parce que le monde n'a jamais connu autant d'élections importantes en une seule année, quoi. Donc effectivement, pour les États-Unis, mais donc il y a eu les européennes, on a des élections, mais finalement il y a des élections en France qui se sont ajoutées, et puis encore d'autres que j'oublie. Et en Belgique, on a toutes les élections parce qu'on a aussi les communales qui vont arriver. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi un peu ce thème aussi, pour marquer le coup. Ça fait bien référence à cette année 2024. Et d'ailleurs, j'ai vu l'infographie, tu t'en parles. Il y a l'Inde et le Pakistan qui auront aussi leurs élections, Ouais. donc deux pays assez importants aussi en Asie. Oui, le Royaume-Uni aussi, là, qui vont en avoir très prochainement. Ça risque de bouger. Pour rester au courant et pour comprendre un peu les enjeux, rien de tel qu'une source d'information indépendante autant que possible. Et alors, si on parle d'indépendance dans la presse, il y a Wilfried, un magazine qui était très cher. Je vais te laisser commencer pour le présenter. Oui, tout à fait. Donc, c'est un magazine qui a été fondé en juin 2017, qui est donc belge francophone, et qui est fondé sur le modèle en fait d'une coopérative. Donc, le magazine finalement appartient entre guillemets à ses lecteurs. Et alors, donc, la volonté ici des fondateurs, donc François Brabant et Quentin Jardon, qui sont tous les deux journalistes, c'était d'explorer le temps long, on va dire, et avec une devise aussi qui est comprendre, ne pas juger, qui est en fait hérité de Simenon. Et donc on privilégie toujours, non pas l'actualité brûlante, mais la prise de recul avec des articles, des interviews qui sont souvent assez longues, puisque le magazine fait, on va dire, un équivalent d'un A4 ou à peu près. Et on n'aura rien en dessous de 6 pages. On a parfois des articles de 8, 10, 12, des dossiers d'une vingtaine de pages pour vraiment explorer en profondeur un sujet. Alors, mais il a déjà, donc récemment, parce qu'ici on parle de politique, mais donc la volonté c'est donc pas uniquement parler de politique, mais de comprendre la Belgique au sens large, avec certes une attention particulière qui est accordée à la politique belge, mais pas que. Donc, récemment, il y a eu en fait tout un historique, par exemple, de la montée de l'extrême. Enfin, on parle beaucoup de montée d'extrême droite aujourd'hui, mais alors ici, ça regardait un peu les résultats de l'extrême droite depuis qu'on a des données en Belgique, donc depuis le début du XXe siècle. Et c'était assez surprenant de voir qu'auparavant, l'extrême droite en fait avait ses bastions dans des endroits pas du tout dans les mêmes endroits qu'aujourd'hui. Donc pas du tout les ex-bassins industriels, mais dans des coins reculés, on va dire, et des endroits où aujourd'hui l'extrême droite ne fait plus trop recette, du moins en Belgique. Mais donc, comme je disais, ça ne parle pas que de politique, puisqu'il y a eu un numéro à un moment sur des faits divers en Belgique qui avaient marqué profondément le pays, des choses qu'on parfois on a un peu oubliées, et donc on remontait parfois assez loin dans le passé, mais c'était très intéressant aussi. Moi, j'avais été aussi marqué par le périple en fait du rédacteur en chef François Brabant, qui avait décidé de partir en vélo et d'explorer la frontière franco-belge tout le long. Parce que qu'est-ce que ça veut dire encore une frontière aujourd'hui pour nous, surtout avec l'Union européenne, où on n'a plus de frontières en fait. On peut basculer d'un côté ou de l'autre presque sans s'en rendre compte. Mais ce qui était quand même frappant, c'était que chacun reste quand même beaucoup de son côté. Ainsi, on a de moins en moins de lignes de train qui traversent la frontière. C'est quelque chose qui a presque complètement disparu, alors qu'il y a 30 ou 40 ans, on en avait encore plusieurs. Voilà, donc c'était un regard de nouveau assez intéressant. Et alors, pour vous dire aussi qu'il y a un regard qui est, pas dire original, mais en tout cas un peu différent, des éclairages différents sur l'actualité qui sont apportés dans le magazine. François Brabant a rédigé justement
après les élections, 13 leçons à tirer des scrutins qui ont eu lieu en Belgique. Et en fait, des choses qu'on n'avait pas vues dans la presse, notamment, en fait, il observait que finalement, comme en France, on a une fracture entre grandes villes et reste du pays, où certes, donc, la droite a gagné de manière générale en Belgique, mais il y a des endroits où c'était un peu à rebours, puisque on a encore la gauche qui fait plus de 60% des voix dans certaines grandes villes comme Charleroi, et dans d'autres même où c'est en Flandre en particulier, où la gauche est plus faible. Et pourtant, le premier parti à Gand, c'est qui? C'est Groen, et c'est le parti qui était emmené par la ministre sortante Petra de Sutter. À Louvain, c'est Vooruit, donc le Parti socialiste flamand, qui était premier. Donc voilà, on a comme ça des petits îlots dans les villes qui diffèrent un peu du reste du paysage. J'observais aussi que, en fait, on a une droitisation de la société. Ça, on l'a pas trop dit parce qu'on a beaucoup parlé en fait du succès du maire, en tout cas dans la presse, qu'on imputait à dirigeants, par exemple, ou à voilà, une certaine campagne. Mais lui, il voit plutôt une tendance de fond, et en particulier chez les jeunes, puisque maintenant, en fait, on observe que sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui sont identitaires et conservateurs. Alors, certes, c'est quelque chose qu'il faudrait étayer comme hypothèse, mais en tout cas, voilà, une piste en tout cas à explorer, des analyses sans doute à faire sur le sujet. Voilà, donc il y en a 13, je ne vais pas les faire tous les 13, mais c'est juste pour illustrer que, voilà, des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de lire habituellement ou d'entendre, simplement parce que on a quelqu'un qui a pris sans doute un peu plus de recul sur les résultats. Donc voilà, comme tu disais, c'est un magazine qui est très très cher à mon cœur parce que voilà, c'est du journalisme vraiment de très haute qualité, oserais-je dire, comme on en fait peu. Wilfried a souvent été d'ailleurs en difficulté parce que forcément le magazine forcément ne se fait qu'en Belgique francophone et voilà, ne pourrait pas s'exporter. Forcément, c'est un marché assez limité. Ils sont diffusés à peu près à 5 ou 6 000 exemplaires, je pense. Et donc, ils ont souvent été en recherche de fonds. Ils ont fait appel à leurs coopérateurs. Ils insistent d'ailleurs beaucoup sur le fait de prendre un abonnement, ça sécurise très fort les finances de la coopérative. Voilà, moi, j'incite vraiment au moins à découvrir le magazine et puis c'est à prendre un abonnement si on a adhéré à ce ton un peu particulier et qui gagne à être découvert, vraiment. Oui, je me rappelle très bien c'était un épisode hors série sur l'écologie qui m'avait marqué. Je me souviens aussi avoir lu celui sur les faits divers avec notamment une attaque lors d'un footing quelque part dans la province de Liège. Il y avait eu toute une affaire. C'était assez intéressant de lire un fait pareil. Et puis, mais je suis d'accord avec toi que ils tiennent un petit peu ce rôle d'observateur de la société. Donc, ils prennent leur temps avec des articles qui vont sur la longueur, qui prennent plusieurs semaines à écrire. Et ça va vraiment à l'opposé du côté réactionnaire de la buzz news qu'on voit surtout sur Internet, en fait. Donc c'est un format qui est uniquement papier. Je pense qu'il y a des éditions numériques aussi. Donc ils ont un peu développé le numérique, mais c'est vraiment un bon point sur lequel voilà, je voulais intervenir. Ils tiennent beaucoup à cette dimension papier parce qu'ils disent que ça se lit comme un roman. Et donc c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a un peu ça. Et je crois qu'on a beaucoup de plaisir à la voir en papier. Donc on va pas, je pense que uniquement les abonnés en fait ont accès à certains articles en ligne également, mais ça reste un magazine papier avec une volonté de continuer à le diffuser de cette façon-là. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens s'il est possible de supporter le magazine sans être abonné? Oui, on peut devenir coopérateur, donc on peut prendre des parts de coopérateur. Je pense que c'est à partir de 100 € la part. Et donc effectivement, donc après on est invité aux assemblées générales, ont lieu à la fois physiquement. Forcément, on a eu la période Covid, mais maintenant je pense qu'ils le font à la fois physiquement et en ligne, et de recevoir toutes les informations de la coopérative via les newsletters évidemment, quoi. Les constats dont je parlais ici de François Brabant, c'est en tant qu'abonné à la newsletter et parce que je suis abonné tout court. Effectivement, si on est coopérateur, ce genre de mail, on va le recevoir aussi, où ils rappellent toutes les interventions de leurs journalistes dans la presse. Moi, je pensais récemment aussi, ils avaient fait une enquête assez vraiment hyper intéressante dans le port d'Anvers, avec tout le trafic de drogue. En fait, comment ça se fait qu'on a du trafic de drogue? Donc, on a 2 journalistes qui se sont immergés dans le port et on avait comme ça quelque chose d'une vingtaine de pages. Et donc, un des 2 journalistes, par exemple, est passé, je pense, à la RTBF pour parler un peu de ce travail
Et donc, dans les newsletters, on retrouve voilà, les interventions de leurs journalistes voilà, dans les médias. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment une belle initiative. C'est pour Wilfried. Et puis alors, pour continuer là-dessus, tu parlais un peu de Flandre, et on a un auteur assez connu, David Van Reybrouck, dont on a parlé par le passé sur l'affaire Metterlink. C'était un des premiers podcasts. Je rajouterai la référence en commentaire. Et là, tu as lu Contre les élections, qui est un essai de 2014. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un titre un peu provocateur, hein, il faut bien le dire, alors qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de... enfin, c'est un intellectuel flamand, donc on va pas du tout avoir quelque chose de populiste ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'était un titre un peu choc. C'est extrêmement documenté. Et David Van Reybrouck part du constat que on a aujourd'hui, en fait, dans nos sociétés occidentales, ce qu'il appelle une fatigue démocratique. Donc les gens en fait se détournent de la politique. Donc les enquêtes le montrent, hein, tout est étayé, des sondages, etc. Donc les gens se déplacent de moins en moins pour aller voter, même en Belgique où le vote est obligatoire d'ailleurs. On a de moins en moins d'affiliés, donc de militants politiques. Les partis sont parmi les organismes qui recueillent, les politiques aussi, qui ont le recueil le moins de confiance de la part des individus. Donc effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ce qui est trouvé aussi, ce qui est assez interpellant, c'est que voilà, il explique de quoi se nourrit le populisme, etc. Mais ce qui est assez interpellant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on ne parle jamais, quand on parle de démocratie, pour nous, en fait, démocratie égale élection, systématiquement. On n'imagine pas autre chose quand on parle de démocratie. Lui, c'est ce qu'il appelle du fondamentalisme électoral. Et on est tous devenus des fondamentalistes des élections, comme il le dit. Donc c'est la conviction inébranlable qu'une démocratie ne peut se concevoir sans élections. Ces élections sont la condition nécessaire, fondatrice pour parler d'une démocratie. Voilà. Donc il dit les fondamentalistes considèrent que les élections c'est une méthode qui contribue à la démocratie, donc que ce n'est pas une méthode qui contribue à la démocratie, mais un but en soi, comme une sorte de principe sacré. Et effectivement, en fait, on a même cette tendance, comme il poursuit un peu plus loin, à vouloir importer ce système dans tous les pays, y compris dans les pays qui n'ont pas du tout cette tradition-là, comme en Afrique, les anciennes colonies ou des choses comme ça. Voilà, on vient mettre un peu d'ordre et maintenant vous devez organiser des élections, sinon vous ne recevrez pas d'aide de notre part, d'aide au développement, etc. Et donc on veut un peu importer ce modèle partout. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que en fait, associer démocratie et élection, c'est quelque chose d'assez récent, qui n'existait pas jusqu'à il y a à peu près 200 ans, 250 ans. C'est bien plus tard assez tardivement qu'on a associé les deux. Et dans la démocratie grecque, on n'avait pas d'élection. On avait, alors c'est sa grande idée qu'il développe, le tirage au sort. Alors, quand on parle de tirage au sort, on se dit, oh là là, c'est justement pas démocratique parce que ça peut être n'importe qui, c'est pas quelqu'un qui nous représente, etc. Mais il faut savoir que dans ces systèmes de tirage au sort, on n'avait pas un seul organe qui décidait de tout. On avait un peu comme un système de check and balances, donc où on a des systèmes, des assemblées qui se contrôlent l'une l'autre, même s'il y a du tirage au sort dans chacune des deux, mais ce tirage au sort n'est pas équivalent. Et donc, in fine, parce que je ne vais pas tout expliquer non plus, même si c'est assez court, hein, finalement c'est à peu près 200 pages et ça se lit assez facilement, lui il propose un système relativement complexe, il faut quand même bien l'avouer, avec plusieurs types d'assemblées, et y compris des assemblées où des gens peuvent se porter volontaires. Donc on pourrait tout à fait avoir des gens qui, sur des sujets bien précis, ont envie de défendre des points de vue, émettre des propositions qui seraient après examinées par d'autres. Et voilà, donc ça lui il dit que ça permettrait un peu de résoudre ce symptôme de fatigue démocratique, notamment parce que ça impliquerait plus de citoyens, donc qui se sentiraient plus impliqués aussi dans la vie politique. Parce que oui, alors effectivement, dans les sociétés grecques, il y avait beaucoup moins de gens, mais on se retrouvait quand même avec, je ne sais plus, c'est parfois 10 ou 20% de la population qui, à un moment ou un autre, allait être impliquée dans la vie politique. Et pour les Grecs, d'ailleurs, des politiciens de carrière comme on en connaît aujourd'hui, c'est une aberration, c'est quelque chose qui ne pouvait pas exister et complètement inimaginable. Mais bien entendu, évidemment, ça nécessite de grandes réformes et l'acceptation un peu par les partis que et en particulier en Belgique où les partis sont vraiment tout puissants, acceptent un peu de lâcher du lest aussi à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, après qu'on soit pour ou contre ce genre de système, ça c'est encore autre chose. Ce que je trouvais juste intéressant d'avoir un point de vue comme ça, très différent
et de voir que, ben oui, de nouveau, les élections, enfin, le fait je me répète un peu, mais d'associer élection et démocratie, c'est ce qu'on a un peu tous dans notre tête, mais c'est peut-être pas une bonne association directe, en tout cas à avoir. Et alors, c'est très, très documenté hein, aussi. Donc, il y a après plein de notes, en fait, où c'est pas juste des idées, c'est pas uniquement un pamphlet, même pas du tout. C'est plutôt, c'est presque une étude complète sur le sujet, avec des analyses d'initiatives de ces dernières années qui ont lieu en ce sens, quoi. Oui, et c'est vrai que quand on parle de démocratie, c'est surtout aussi liberté de parole, de critique, et aussi une certaine une vie sans trop d'oppression ou libre d'oppression, si on peut dire. C'est bien au-delà des élections. Et c'est drôle ce terme de fatigue quand on parle d'élections. C'est pas une fatigue de voter trop souvent, c'est peut-être une fatigue de voter trop peu, parce qu'en fait, on vote, on a eu les élections européennes en Belgique, on a voté à plusieurs niveaux aussi en même temps, et puis il ne se passe plus rien pendant quelques années, donc on peut totalement être déconnecté du sujet. On voit ça en fait de la ligne de touche, si on peut faire une référence footballistique. On ne participe pas du tout à ce qu'il se passe, donc c'est peut-être en fait un manque d'implication. Oui, ce que tu dis, en fait, est effectivement évoqué aussi dans le livre. Donc, effectivement, il en parle. Mais je suis content de voir que tu aies trouvé un essai qui t'est plu au final. C'est pas trop ton truc, si je me souviens bien. Non, c'est vrai, mais justement, voilà, faut un peu sortir de sa zone de confort. Alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que il montrait en fait comment on a institué les élections après la Révolution française et que le but était en fait je passe les détails, je vais un peu vite, hein, mais de confisquer le pouvoir en proposant des élections. Parce qu'en fait, uniquement certaines personnes pouvaient se présenter et donc ça permettait d'élire une sorte d'aristocratie. Donc on maintenait une aristocratie finalement, mais par des élections. Bon, on n'est plus là aujourd'hui comme ça, hein, mais c'est aussi intéressant que la genèse même des élections n'est pas aussi vertueuse qu'on pourrait le croire en tout cas. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une certaine aristocratie quand on voit des politiques dans une même lignée familiale. Ouais, Particulièrement un mâle belge pour le coup. d'accord. On base ce podcast en fait sur une approche plutôt centrifuge. Donc on commence aux alentours de la Belgique, puis on va aller de plus en plus vers la périphérie. Donc la prochaine étape plutôt logique, c'est la France. J'ai eu l'occasion de voir il y a quelques années la série Marseille, qui est une série euh, sponsorisée et créée par Netflix. Et là-dedans, on est dans le Marseille contemporain et on va suivre la lutte politique entre deux ténors locaux. Le premier est joué par Benoît Magimel et le second par Gérard Depardieu. Depardieu, c'est le maire sortant, il est très populaire, il est bon vivant comme on l'imagine. Et Magimel, lui, il va tenir ce rôle de jeune loup, c'est le protégé de Depardieu, mais qui à l'approche des élections va s'en séparer. Et bien qu'il respecte son aîné, il a aussi cette soif de pouvoir et il souhaite faire bouger les lignes. Donc il ne va pas hésiter notamment à flirter avec l'extrême droite pour supporter sa campagne, pour essayer de gagner plus de visibilité. C'est une série qui malheureusement n'a eu qu'une seule saison, qui a certains mérites. On retrouve notamment des thèmes qui sont récurrents à la politique, donc les luttes de pouvoir, le pouvoir à tout prix, avec loyauté, trahison, la question de l'éthique et de certains dilemmes, et puis la violence et l'insécurité qui aussi sont des thèmes avec lesquels les différents candidats aiment jouer. Un bel effet miroir par rapport à ce qui se passe dans beaucoup de villes ou de pays, notamment ici en France. Et pour l'anecdote, il ne faut pas se moquer de moi, mais je connaissais Benoît Magimel de nom depuis des années, mais je ne l'avais jamais vu à l'écran. Donc j'ai découvert à quoi il ressemblait. Maintenant, je sais mettre un visage sur ce nom. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Il a été d'ailleurs, fortement, il a eu 2 fois de suite le César du meilleur acteur, donc c'est quelqu'un qui vraiment a un retour en grâce. Il a eu une longue traversée du désert. Je pense je sais pas s'il a pris des substances à un moment, mais il a vraiment, voilà, il est vraiment passé par des très mauvaises situations. Et là, il revient vraiment dans des films où il se fait fort remarquer. Et bon, la série ici alors aussi en l'occurrence. Oui, franchement, il m'a bien convaincu. Je me suis demandé quel est cet acteur qui a déjà la 40, cinquantaine, que je ne connaissais pas du tout. Et il s'avère que c'était lui. Peut-être pour rester en France, tu voulais parler du Quai d'Orsay.
Oui, en effet. Donc ça, c'était un film de voilà, Bertrand Tavernier, donc qui est sorti en 2013, en fait, qui est adapté d'une bande dessinée que je n'ai pas lu, hein, donc je ne connaissais pas avant. Et on retrouve dans le rôle principal Thierry Lhermitte, qui joue le rôle du ministre des Affaires étrangères, hein. Et alors, dedans aussi, dans les seconds rôles, on retrouve Nils Arestrup, qui est un acteur que j'adore, qui joue le rôle de directeur de cabinet de ce ministre des Affaires étrangères. Et en fait, on suit un jeune diplômé qui entre dans le service de ce ministre des Affaires étrangères et voilà, qui va un peu qui est un peu naïf, hein, et qui va découvrir un peu ce qu'est que de faire de la politique et de travailler comme ça pour des politiques. Et alors, en fait, ce qu'il se rend compte, c'est que donc il doit notamment rédiger les discours, mais alors le problème, c'est que tout le monde se tire dans les pattes et le discours, il doit le faire valider par plusieurs personnes, dont le directeur de cabinet, mais il y a plein de conseillers qui doivent entrer en piste et personne n'est d'accord. Donc c'est toujours très compliqué. Et alors tout ça est fait avec un certain humour aussi, puisque le ministre en question est toujours en train, a l'air de courir un peu partout. Et dès qu'il passe, les feuilles volent, parce que voilà, c'est un peu le gimmick qu'on retrouve dans le film, pour illustrer le fait qu'il s'agite beaucoup. Donc c'est vraiment très chouette, parce que ça dit déjà beaucoup de choses sur la politique d'aujourd'hui et sur comment en fait comment ça se passe un peu dans ces cabinets, en même temps avec de l'humour, hein, puisqu'on est dans une comédie. Et alors c'est un peu inspiré aussi de faits réels, entre guillemets, puisque le modèle en fait pour ce ministre, c'est un peu Dominique de Villepin, donc ministre français. Et voilà, et donc j'ai aussi pas mal apprécié le contraste qu'on a entre ce ministre qui court à droite à gauche et à côté le directeur de cabinet qui a l'air presque endormant et qui est super calme, mais qui joue sa carte aussi, évidemment. Donc voilà, c'est vraiment très bien réussi, je trouve. Mieux réussi que par exemple un film sur lequel je ne vais pas vraiment m'étendre, mais qui s'appelle Le Poulain, qui montre aussi en fait un jeune qui arrive comme ça, il débarque en politique et qui voilà, se fait vampiriser, mais en tout cas pense avoir trouvé voilà, la personne à suivre et à soutenir, etc. Et puis finalement, il se retrouve aussi face à des coups bas. Euh, Ici, c'est vraiment, voilà, je pense que ce film Le Poulain est moins bien réussi, plus anecdotique, on va dire. Là, dans Quai d'Orsay, on a vraiment voilà, un film qui est bien écrit, bien mené et bien interprété. D'accord, ça me rappelle aussi en fait une série policière qui se passait au Quai d'Orsay. Je ne parviendrai pas à retrouver le nom, mais simplement pour le fait de le mentionner. Et tu parlais de Villepin. J'ai l'impression du côté UMP, qui maintenant s'appelle Les Républicains, je pense, Oui, c'est ça. si je ne me trompe pas. Ça m'a l'air d'être un des derniers politiques respectables de ce côté, de ce parti-là. Bref, Villepin, oui. c'est-à-dire que moi j'ai vu, bon, qui était romancé certes, mais j'ai vu le film Bernadette, donc qui est libre, parce qu'il n'est pas une vraie biographie, mais en tout cas libre adaptation d'une biographie entre guillemets de Bernadette Chirac. Et il y a un épisode qui était, ça par contre, qui est authentique, hein. Donc quand Chirac a voulu dissoudre l'Assemblée nationale alors qu'il avait une majorité, mais en fait il y en a beaucoup qui disaient oui, oui. Vas-y, de toute façon, c'est bon, on va avoir une majorité encore plus large, etc. On sait tous comment ça s'est terminé, puisque c'est la gauche qui est arrivée au pouvoir et on a connu ainsi une cohabitation. Et Bernadette Chirac, justement, avait essayé de lui dire, mais non, en fait, vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain, vous ne vous rendez pas compte que voilà, les gens ne vont pas vous suivre. Et Villepin, par contre, là, s'en est pris, mais vraiment, parce que lui, il a vraiment soutenu, il n'a pas arrêté de dénigrer Bernadette Chirac, en disant, mais enfin, de quoi elle parle, celle-là, elle n'y connaît rien. Et tu voyais que c'était vraiment le politique un peu caricatural sur ce plan-là, quoi. Ok, Donc, il a pris cher. ouais, il a pris cher, vraiment. D'accord. Puis, non, moi j'avais vu passer, j'avais vu quelques petits extraits récemment sur différents événements d'actualité. Je trouvais qu'il avait l'air assez posé. C'est un petit peu à l'opposé de ce qu'on peut voir quand certains sont un peu excités. Mhm. Mais il a peut-être un look un peu plus présidentiable que certains. Plutôt un côté homme d'État qui commence à
à disparaître. J'ai parfois un peu la pression dans beaucoup de pays. C'est peut-être simplement une opinion personnelle. Alors, peut-être pour passer au prochain, je te laisse le présenter. Oui, je vais encore, je vais garder la parole. Là, c'est un film un peu plus récent qui est sorti en début 2022 et qui s'appelle Les Promesses, d'un réalisateur qui s'appelle Thomas Kreuthoff, que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est son deuxième long métrage seulement, hein, donc ce qui explique que voilà, il n'est sans doute pas très très connu. Et donc le film Les Promesses, on retrouve dedans deux grands acteurs finalement, Isabelle Huppert, qu'on ne présente plus, mais aussi Reda Kateb, mais qui, j'ai l'impression, accumule quand même beaucoup les très bons rôles et qui se fait très bien remarquer. Alors, Les Promesses, en fait, ça raconte. Donc, on retrouve Isabelle Huppert qui incarne la maire d'une ville du. Je sais pas, on dit le 9-3 en France ou du 93, du 93, je ne sais pas comment on dit, du département, où on a en fait notamment une cité, on va dire, dans laquelle il y a de l'insalubrité, un peu d'insécurité aussi, et des marchands de sommeil. Et donc, la maire veut absolument voilà, sauver ce quartier, en faire quelque chose et elle se fait aider en cela par son directeur de cabinet qui est interprété par Reda Kateb. Et c'est sa dernière, voilà, c'est son dernier mandat. Après, elle ne se représentera plus. Et mais seulement, elle se fait approcher en fait pour devenir ministre. Et tout le dilemme auquel elle se retrouve, c'est est-ce que je dois tenir mes promesses, voilà, de rester dans ma ville pour tout faire et voilà, essayer de faire vraiment d'améliorer un peu la situation de ce quartier, ou bien est-ce que j'accepte ce poste de ministre, sachant que c'est quelque chose qui sans doute ne se représentera plus parce que ben oui, elle arrive aussi un peu en fin de carrière politique. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement bien de nouveau parce que on n'a pas et ça évite d'avoir les politiques vus comme des juste absolument avides de pouvoir, qui sont tous pourris, etc. Donc on n'est pas du tout dans ce genre de manichéisme. On a mais deux très bons acteurs déjà, où en fait les rôles de chacun n'est pas si évident que enfin, en tout cas est plus subtil. Chacun a un peu avance avec ses propres motivations et les rôles sont bien plus subtils que ce qu'on pourrait le voir en tout cas à première vue, quoi. Donc voilà, ça montre aussi une autre facette une facette de la politique intéressante qui est, oui, en fait, quand on est maire, on a c'est beaucoup du terrain en fait, hein. On parlait beaucoup de cabinet juste avant, là, c'est pas du travail en cabinet finalement, c'est aussi aller sur place et se rendre compte des problèmes d'une cité et voilà, de ce qu'il faut faire. Il faut mettre les mains dans le cambouis en fait, c'est vraiment ça. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il arrive qu'il y ait des politiques qui décident de ne jamais monter au-delà du niveau de maire, par exemple, ou de bourgmestre. Tellement ils adorent le contact avec le terrain et ce genre de relations. On voit directement l'impact des décisions. On a un certain pouvoir local qui impacte la vie des gens de manière positive, sans gros dilemme, si Tout à fait, possible. tout à fait. Ouais. Alors pour passer peut-être, pour continuer sur le terme de ministre, je peux présenter Bodyguard, une série. Ça a été créé par Jet Mercurio, une série de la BBC. C'est sorti en 2018. Et là, on va suivre un jeune homme, qui est joué par Richard Madden. On le connaît comme Robb Stark dans Game of Thrones. Et il est policier et en fait, il vient de revenir en Angleterre. Son retour est assez récent. Il est revenu d'une tournée avec l'armée qui s'était faite en Afghanistan. Et c'est un événement qui va le mettre sous les feux des projecteurs. Une sorte de publicité qui est plutôt la bienvenue dans son cas. Et il va faire jouer son expérience pour ensuite se recaser. Donc, c'est en la fin d'une journée, il suspecte deux personnes de tenter d'organiser un attentat et il parvient à le déjouer. C'est dans un train de banlieue. Suite à ça, il va parvenir à se faire recaser et devenir garde du corps dans le périmètre de sécurité de l'équipe de protection d'une femme politique qui a le vent en poupe. Malheureusement, leur vision politique diffère. Donc on va comprendre notamment que lui, il n'est pas revenu de cette mission en Afghanistan sans séquelles. Il a des troubles post-traumatiques, un comportement assez volatile et il ne fait vraiment pas confiance aux politiciens de manière générale. La série ne va pas du tout tergiverser, donc
on va faire assez rapidement face au danger que court la ministre. C'est en fait une ministre de l'Intérieur. Étant donné sa politique plutôt conservatrice, elle est rapidement prise à partie. Lui va devoir prendre des décisions de manière très rapide et il va se rendre compte que ses opinions propres vont fortement à l'encontre de ce qu'elle prêche elle-même. Mais dans le privé, suite à quelques ajustements au grade, il va parvenir à la sauver de quelques situations délicates et leur relation va évoluer aussi. Donc jusqu'à troubler les lignes entre la vie personnelle et professionnelle. La série malheureusement s'arrête naturellement après une première saison. Il faudra regarder pour comprendre, mais c'était de bonne facture. Donc je peux recommander la Oui, série Bodyguard. je me rends compte que je l'ai vu aussi en fait. Et moi j'avais adoré, j'ai trouvé ça très très prenant. Donc oui, je suis content d'en entendre parler. Et alors pour information, l'actrice principale donc qui joue l'amie, c'est Kelly Howes. Je ne sais pas comment on prononce exactement, mais elle joue dans beaucoup de séries en fait. Parce que moi je l'ai vue dans la Upstairs, Downstairs. Donc ils ont refait une série comme ça sur base de l'ancienne, je ne sais plus, qui avait eu lieu 20 ou 30 ans auparavant. Donc il y a eu quelques épisodes et finalement ça ne s'est pas poursuivi parce que Downton Abbey est arrivé en même temps et Downton Abbey a finalement presque tout vampirisé sur le thème, puisque c'était un peu la même chose. Et on l'a vu aussi dans une très bonne série où c'était encore un rôle politique en fait. Finalement, ça aurait pu faire le sujet aussi un autre sujet pour ce podcast. Et Stonehouse, député, amant et espion, où elle interprétait la femme de ce député. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc un député qui n'a pas arrêté de mentir et de s'inventer un peu une vie. Donc, série aussi qui peut être recommandée. Ah, d'accord, ça ne me dit rien, mais j'en prends note. Donc assez récente. Et donc, on parlait donc de cette série qui prenait place au Royaume-Uni. On peut continuer avec cette localisation. Donc, on a maintenant l'œuvre Utopia de Thomas More. C'est une œuvre qui est sortie en 1516. Et donc, Thomas More, pour le contexte, c'était une sorte de chancelier extraordinaire du roi Henri VIII. Il a connu une fin assez compliquée. Il a désavoué le divorce de son roi, il s'est fait emprisonner et décapiter. Mais avant cela, il a eu le temps d'écrire notamment Utopia. Donc en tant qu'ambassadeur, il a eu aussi l'occasion de pas mal bourlinguer et d'écrire une œuvre sur une utopie. Donc il a imaginé, il a pensé une société parfaite. Utopia, comme il le décrit, c'est une île qui est pensée de A à Z. Donc on va découvrir par exemple les thèmes de l'économie, des transports, de la gestion, des prisonniers, de la propriété, toutes ces choses-là. Utopia, ça vient du grec, ça signifie nulle part. Donc c'est vraiment, il ne s'en cache pas, c'est une société qui n'existe pas. Elle est représentée sous forme d'île, comme j'en parlais, et je vais simplement mentionner de manière assez brève les différentes caractéristiques de cet endroit. Donc, on a notamment une société où il n'y a aucune propriété privée, où les maisons n'ont pas de serrure, et où les maisons aussi se ressemblent toutes, plus ou moins. Il y a une rotation entre ces maisons, donc les familles vont se déplacer d'une maison à l'autre au fil des années. Tous les citoyens sont éduqués et connaissent les techniques les techniques agricoles. Il y a aussi un apprentissage sur le côté des métiers jugés importants, donc savoir comment tisser notamment. Il y aura un chapitre sur le traitement des esclaves et des prisonniers, avec notamment une approche sur les prisonniers qui est un petit peu différente de ce qu'on a de nos jours. Donc, des prisonniers qui vivent au sein de la société, mais qui restent enchaînés, qui font des travaux pour soutenir la société, donc plutôt du labeur physique. Mais on essaie de créer une sorte de dégoût pour l'or. Donc on va les attacher avec des chaînes en or, des boulets en or également. On les met au travail au vu de tous. Et l'idée, c'est aussi notamment d'utiliser des pots de chambre en or pour créer cette aversion à la richesse et à l'or. Donc l'or est mal vu dans cette société. C'est un livre plutôt curieux. Je pense qu'il
il tombe dans une période où on a aussi d'autres écrits sur des thèmes similaires, les sociétés parfaites, la gestion des sociétés comme on le voit avec Le Prince de Machiavel, dont je parlerai un peu plus tard. C'est une sorte, je vois ça comme un mélange entre une œuvre de fiction et un essai. C'était une œuvre qui reste assez intéressante pour comprendre la réflexion de Thomas More sur le sujet. Et ça a du coup donné aussi donc la création du mot dans le domaine d'utopie, de société parfaite ou idéale qui n'existait pas avant cela. Alors on peut continuer peut-être et quitter l'Europe de l'Ouest pour aller un peu plus vers la périphérie. Là, tu as une œuvre qui se base sur la Russie, du moins le titre le suggère. Oui, et là, pour le coup, on est très très loin d'une utopie, hein, parce que je vais vous parler ici d'un livre qui s'appelle Le Mage du Kremlin, d'un auteur qui s'appelle Giuliano da Empoli, donc sorti en 2022, c'est assez récent. Et alors, ça avait fait quand même, bon, c'est un livre qui a eu énormément de succès, hein, voilà, qui avait fait un peu, il y a pas dire une polémique, enfin, c'est une petite polémique quand même, puisque il a failli obtenir le prix Goncourt. On s'est retrouvé dans un cas où on était à 5 voix contre 5, et c'est finalement le président qui a dû trancher et apporter donc sa voix prépondérante pour l'octroyer à un autre livre qui s'appelait Vivre vite, qu'aujourd'hui les gens ont finalement beaucoup oublié, alors que le Mage du Kremlin a connu vraiment un très très gros succès, notamment par l'actualité et l'invasion russe en Ukraine. Parce qu'en fait, le Mage du Kremlin, on comprend voilà, très très vite en fait qu'il s'agit, qu'il va être beaucoup question de Vladimir Poutine. Et en fait, on a donc le narrateur en fait rencontre un personnage qui s'appelle Vadim Baranov et qui a été apparemment un homme de main de Poutine. Et donc, qui connaît beaucoup de choses, parce qu'il l'a approché vraiment de très très près. Et ça permet un peu de presque rentrer dans la tête de Poutine et de voir comment, au fur et à mesure des années, lui-même a aussi évolué. Parce que le Poutine qu'on connaît aujourd'hui n'est pas le Poutine qui est arrivé au pouvoir après Boris Eltsine, à un moment où la Russie était véritablement exsangue. Et donc voilà, ça traverse comme ça aussi les années. Alors, au-delà du fait que voilà, d'un point de vue politique, géopolitique, c'est extrêmement intéressant, c'est un roman, attention, c'est un roman, même si c'est basé sur des faits réels, c'est basé sur aussi un personnage qui a vraiment existé, qui ne porte pas ce nom-là. Ça permet un peu de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ça offre un éclairage intéressant par l'actualité, malheureusement, hein, j'ai envie de dire, parce que ce roman avait été écrit avant l'invasion en question, et c'était un peu un hasard que tombe entre guillemets aussi bien, si je peux me permettre en tout cas pour le livre en question. Et au-delà de ça aussi, c'est que c'est extrêmement bien écrit en fait. Donc ça, c'est aussi à saluer. Donc voilà, je trouve que bon, évidemment, ça reste malheureusement d'actualité, et ça a voilà, ça a vraiment beaucoup d'intérêt à être lu. C'est même pas très long, donc ça. Et c'est par certains moments assez effarant aussi, hein, parce qu'on se rend compte que on peut commettre presque le pire pas pour se maintenir au pouvoir, mais juste voilà, dans des visées politiques uniquement, on peut vraiment aller très très loin. Voilà, donc ça, c'est un côté aussi effrayant en même temps. Et souvent en toute impunité. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais justement, à propos en toute impunité, est-ce que le personnage dont tu vas nous parler juste après agissait aussi en toute impunité? Et ça, c'est une bonne question. Donc, je voulais faire une transition vers Alexandre le Grand, que l'on connaît. Je le connaissais de nom, je connaissais quelques faits historiques. Là, j'ai eu l'occasion de voir une sorte de docu-série Netflix. Je trouvais que c'était un format intéressant, car on suit 3 trames de récit. La première, c'est de nos jours, à Alexandrie, en Égypte. On va suivre une archéologue et son équipe lors de fouilles qui ont vraiment lieu dans le centre-ville. Donc, on essaie de retrouver des éléments de l'époque, du palais d'Alexandre, qui se trouve, on espère, dans ces zones-là. La deuxième trame de récit, c'est la fiction. Donc, on est en l'an 333 avant notre ère, en Macédoine, et on va suivre Alexandre qui retrouve son père le jour du mariage, du second mariage de son paternel, et qui tout d'un coup est projeté sur le devant de la scène. Suite à la mort, à l'assassinat en fait de son père le jour du mariage, il prend sa place et il se décide de partir
en conquête, en guerre contre l'Empire perse. Et la troisième partie est en fait entrecoupée, donc on va voir la partie archéologique, la partie fiction avec l'avancée d'Alexandre, sa vie et ses succès militaires, et c'est entrecoupé ensuite par des commentaires faits par plusieurs historiens spécialistes d'universités renommées. J'ai trouvé que c'était une série qui était plutôt intéressante, même si on pourrait parler de certains points négatifs, peut-être les motivations d'Alexandre n'étaient pas toujours bien indiquées dans la série, donc était-ce plutôt un intérêt pour la culture? On ne comprend pas non plus vraiment sa réflexion, ce n'est pas démontré dans la série, l'idée de la bibliothèque d'Alexandrie, qui est une des merveilles du monde antique, du moins de mon point de vue. On ne comprend pas vraiment cet intérêt, les motivations ne sont pas vraiment expliquées. Il y a des points positifs malgré tout. On comprend un peu mieux la stratégie militaire. Donc, il y a eu pas mal de batailles remportées où il était clairement en sous-effectif, avec des ratios entre de 5 à 1 ou de 10 à 1 en rapport de force. Mais les explications sur la manière dont ces batailles ont vraiment été gagnées restent assez limitées, même si on comprend que c'est conseillé et l'adversaire gardait des notes très précises de tout ce qu'il s'est passé. Je pense je ne connais pas évidemment les écrits derrière les visualisations qu'on nous montre, mais on aurait pu bénéficier d'un peu plus de détails et de commentaires. Et puis, j'ai trouvé peut-être les commentaires de la directrice de recherche sur le site archéologique qui n'étaient pas extraordinaires. On aurait peut-être bien aimé comprendre un peu plus sur les techniques et les approches pour déblayer le terrain. Ça semblait de temps à autre un peu brut, manière de nettoyer certains endroits, les outils utilisés. On a peur, on imagine les richesses qui se cachent là-dessous, et on a un peu peur de voir des objets précieux, des reliques se fendre. Quant au jeu d'acteurs, si on parle de la partie fiction, moi je dirais que j'étais assez pris par l'action, par les interactions, mais si on devait regarder la note sur Rotten Tomatoes, le public et la moyenne des notes ne semblent pas me donner raison. Donc ça, il faudra se faire une idée. C'est une série en 6 épisodes. Ça laisse présager une suite, étant donné que l'histoire ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas à la mort d'Alexandre, donc on pourrait espérer une seconde saison. Et alors, pour répondre à la question, Est-ce qu'il agissait en toute impunité? on pourrait peut-être le juger sur le fait qu'il ait accaparé le pouvoir dans une période un peu trouble. On pourrait aussi questionner l'assassinat de son père. Était-il derrière cela, ou était-ce peut-être sa mère qui a peut-être eu une certaine influence là-dedans? À part ça, je pense qu'il avait un côté plutôt opportuniste, beaucoup de courage aussi, et une force à motiver ses hommes, parce qu'on ne gagne pas avec de tels rapports de force, avec un tel déséquilibre en rapport de force, sans être capable de motiver ses troupes et sans oser. Donc, il parvient à oser et à prendre des initiatives sur le terrain. Donc, il y a une différence entre les approches du camp perse et la sienne. Lui, il était sur le champ de bataille et il combattait avec ses hommes, tandis que du côté perse, c'était plutôt regardé comme spectateur au centre de la bataille, mais ce qui les rendait aussi plutôt vulnérables s'il devait y avoir une percée, notamment à travers les différentes lignes. Quelles étaient vraiment ses motivations pour aller jusqu'en Perse? Donc on parle vraiment d'un passage de la Macédoine ou du nord de la Grèce pour traverser jusqu'en Égypte. Il devient pharaon d'Égypte, il reçoit le titre, pousse Darius III de plus en plus vers l'Asie, le pousse en dehors de la Turquie actuelle, de la Perse de l'époque. Quelles étaient ses motivations? Ça reste un peu assez vague. C'est peut-être l'idée de voir, de tester son potentiel jusqu'au bout. Très bien. Et alors pour l'œuvre suivante, si tu me permets, je vais introduire avec une petite devinette, si tu veux bien. Parce que tout à l'heure, donc, je parlais de l'essai contre les élections de David Van Reybrouck. Et alors, mais il cite notamment quelqu'un, et je vais te faire cette citation, et tu vas essayer de deviner qui a pu dire ça. Je cite comme exemple les magistratures, le tirage au sort est considéré comme démocratique, l'élection comme oligarchique. Je compte parler d'Aristote, donc Effectivement, c'est Aristote qui a dit cela. Et je cherchais justement
parce qu'il me semblait bien qu'il était cité par David Van Rijbroek. Et donc, oui, c'est l'occasion donc de nous parler d'Aristote maintenant. Oui, donc pour être honnête, je n'ai pas une formation philosophique. J'ai commencé l'œuvre politique, le traité L'œuvre s'appelle politique ça s'appelle Politique. d'Aristote. Ça s'appelle politique. Ça s'appelle également politique en anglais, donc j'imagine que ça devrait être le terme officiel. Pour être honnête, si je devais choisir entre la République de Platon ou politique, j'ai trouvé que la République était plus digeste que politique, où on a parfois un peu de mal à voir où Aristote veut en venir. Il compare beaucoup ses pensées à d'autres penseurs de l'époque, donc on s'y perd un petit peu. C'est moins concret que la République de Platon, dont on avait parlé lors de l'épisode sur la Grèce antique. Je mettrai aussi la note en commentaire. Mais ici, si on devait peut-être s'en souvenir de manière très générale, il y a notamment la phrase clé qui nous dit que l'homme est un animal social. Donc ça nous vient d'Aristote et il va en fait détricoter l'idée d'État, la structure ou la construction d'État, pour nous expliquer qu'en fait l'État commence au niveau familial, parce que la famille, c'est le noyau premier. L'homme, avec un grand H, l'être humain, vit en famille. C'est vraiment le premier groupe où l'on trouve un certain niveau d'organisation. Vient ensuite le village qui n'est qu'un assemblement de familles, et tout naturellement, un ensemble de villages, à un moment donné, forme un État. Donc, il va conclure que l'État est une construction naturelle, et on voit ici que c'est un petit peu typique de certains penseurs grecs. On part de principes de base, et on essaye vraiment d'aller au niveau moléculaire, au niveau plus granulaire des idées, pour après reconstruire et venir vers une vérité et une construction que l'on connaît. Donc, par exemple, l'État ici. Donc, je vais peut-être m'arrêter ici parce que je ne veux pas non plus discuter au-delà de mes compétences actuelles. Mais ça reste aussi une lecture intéressante, mais je conseillerais peut-être de se pencher sur la République pour commencer, et politique peut-être de le lire avec un commentaire sur le côté. C'est moins digeste. Mais alors un écrit similaire, un peu plus récent. Ça reste très classique et c'est peut-être une lecture d'adolescent pour commencer. Quelqu'un qui essaye de comprendre le monde. Donc il y a Utopia comme exemple, il y a Le Prince aussi, je me souviens l'avoir lu dans mes plus jeunes années. Et Le Prince de Machiavel, Nicolas Machiavel, c'est un ouvrage qui va nous détailler plusieurs choses. C'est surtout un ouvrage qui se concentre au départ sur les différentes formations politiques, donc un peu comme on le voit dans la République de Platon et dans Politique d'Aristote. On va avoir une partie où on comprend comment conquérir le pouvoir, ensuite comment on peut le conserver. Il va aussi discuter différentes stratégies militaires. Il est notamment en faveur d'une conscription nationale plutôt que de s'en référer à des mercenaires, par peur d'un manque de loyauté, étant donné que les mercenaires peuvent facilement être achetés et dépendent non en fait que l'argent comme valeur principale et comme honneur. Donc c'est une œuvre qui va passer ces différents thèmes en revue, qui valait la peine d'être mentionné ici. Ça vaut la peine aussi, je pense que c'est aussi plus digeste que politique. Donc s'il fallait se lancer dans des écrits plutôt anciens, je conseillerais sans hésiter Utopia, Le Prince, et puis La République de Platon, et peut-être Politique d'Aristote par après. Mais ça reste des essais intéressants aussi de comprendre l'approche de l'époque. C'est en fait une œuvre que je dirais pas presque une œuvre de fiction, parce qu'il y a une certaine correspondance, je me souviens bien, entre différents personnages, mais c'est aussi une sorte de médium pour pouvoir partager ses idées, ses réflexions, sa connaissance politique. Et on n'oublie pas non plus le côté Machiavel, évidemment, on a le terme machiavélique, le fait, la machination, les plans et les anticipations pour essayer de contrôler et de faire pencher les choses en sa faveur. Donc ça vient de là, de Nicolas Machiavel. Alors pour la prochaine œuvre, c'est Les fantômes du vieux pays de Nathan Hill. Tout à fait. Donc c'est un roman qui est sorti, en tout cas traduit en français en 2017. Là pour le coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus récent. Donc c'est une œuvre de fiction pour le coup.
C'était un premier roman, c'était vraiment mentionné, mais parce que c'est voilà, c'est une brique, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, comme je vais l'expliquer. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a, ça commence par en fait une campagne électorale, puisque on a un gouverneur républicain, candidat donc à la présidentielle, qui subit une petite agression entre guillemets en public parce qu'il y a une femme, une soixantaine d'années, qui lui lance des graviers. Alors tout de suite, évidemment, le candidat va utiliser c'est un peu anodin parce qu'il voilà, il ne peut pas dire qu'il soit blessé ou quoi que ce soit, hein, ou en tout cas pas très fort blessé. Il va utiliser ça très très fort pour sa campagne électorale. Donc la femme est tout de suite emprisonnée, c'est monté en épingle par les médias. Bref, comme on dit aujourd'hui, ça fait le buzz. Parallèlement à ça, on a un professeur d'université qui en fait passe sa vie un peu dans le monde virtuel de jeux vidéo qui s'appelle le monde d'Elfscape et qui est fictif, hein, je pense pas que ça existe, et donc qui passe complètement à côté du fait divers. Et puis d'un côté, en fait, on le contacte parce que l'avocat de la personne qui a jeté les graviers sur le gouverneur candidat à la présidentielle aimerait bien qu'il écrive une lettre pour la défendre, parce qu'en fait c'est sa mère. Et lui là il tombe des nues parce qu'il ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé comme ça dans l'actualité. Sauf que d'un autre côté, il est un peu aussi écrivain, et l'éditeur qui lui avait versé une avance pour un roman, enfin pour un livre qui devait arriver, le menace et lui dit bon maintenant il faut absolument ce livre, sinon on va t'attaquer en justice. Et qui propose un peu d'écrire sur sa mère, du coup, puisque tu n'as pas d'idée, puisque tu ne sais pas quoi écrire, écris un livre choc, de révélation choc sur ta mère, où tu pourras un peu la descendre, quoi. Et lui, en fait, a été abandonné par sa mère. Il ne l'a plus vu depuis qu'il a 11 ans. Et il se retrouve donc effectivement face à ce dilemme. Alors, c'est l'occasion pour l'auteur, en fait, d'écrire une grande fresque, hein, parce que j'aime beaucoup ça chez les Américains. Donc, voilà, je pense que tu ne seras pas surpris de m'entendre encore parler de ce genre de choses. Et donc, en fait, finalement, on va avoir un flashback, hein, parce qu'on va retourner, en fait, pendant les émeutes de Chicago en 1968, pour comprendre comment cette femme, en fait, en est arrivée à abandonner son fils et à jeter ses graviers sur un candidat à la présidentielle, et même un peu plus loin, parce que dans son histoire familiale. Et c'est l'occasion un peu aussi voilà, de dresser un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui, de certains de ces mots, avec une foule de thèmes. Justement, le professeur qui est à l'université, il montre en fait la difficulté, comment sont devenus un peu les étudiants d'aujourd'hui par rapport aux étudiants d'avant. Le problème en fait à l'école, voilà, c'est l'occasion aussi de traiter ce genre de choses. Voilà, évidemment, un peu de ce qui est devenu la politique aussi. C'est une quête identitaire en même temps, hein, parce que lui, ça permet donc le professeur d'université de retourner un peu sur le passé, de comprendre qui était sa mère. Donc c'est vrai que finalement, ça traite d'énormément de choses, même si ça fait, je pense qu'en poche maintenant, ça dépasse les 1000 pages, donc c'est vraiment, c'est plutôt long, mais voilà, c'est follement ambitieux, mais c'est réussi, quoi. Donc tout ce qui doit être traité permet d'avoir une image de l'Amérique d'aujourd'hui et en même temps de développer des personnages, de comprendre leurs motivations. Donc, moi, je suis assez épaté quand on écrit un premier roman, qu'on arrive à ce niveau directement. Après, l'auteur a expliqué qu'il a mis plus de 10 ans à écrire ce livre. Et je ne suis pas sûr qu'il est sorti, enfin, je ne suis pas au courant s'il a sorti quelque chose depuis lors. Mais waouh, quoi, quel roman pour un premier roman. Voilà, donc à la fois très ambitieux, mais très réussi aussi et passionnant, quoi. D'accord. Ça ne me disait rien du tout. Est-ce qu'il a gagné quelques prix? Je ne suis pas au courant. J'avoue que j'ai pas regardé. Oui, d'accord. Et puis, les fantômes du vieux pays, donc, sont les, les souvenirs de l'enfance, j'imagine. Alors, je peux pas expliquer parce qu'on Non, comprend tout ça vraiment bien uniquement dans les dernières pages. Enfin, en tout cas plutôt à la fin, parce qu'en fait, oui, ce n'est pas que, enfin, il y a plus, on peut y apporter plusieurs sens et c'est pas uniquement, enfin, il y a aussi une dimension personnelle en tout. d'accord. Ok. Et puis, alors pour continuer sur la polique, surtout la politique au niveau président, il y a la série House of Cards, qui, pour moi, est la série politique par excellence de la dernière décennie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, oui. Oui, Ouais, on est d'accord. Et donc, de mon point de vue, c'est même une des meilleures séries qu'il m'ait été donné de voir.
Et on retrouve dans le rôle principal Kevin Spacey, qui est marié à Robin Wright. À deux forment le couple Underwood. Et c'est un couple qui est un petit peu dans l'ombre des projecteurs. Ils ont un certain pouvoir, mais ils sentent qu'ils ne, si on peut parler en termes un peu business, ils n'optimisent pas leur potentiel, si on peut le dire de cette manière-là. Et après avoir fortement supporté le candidat démocrate au présidentiel, ils espèrent que leur heure est enfin arrivée et qu'ils pourront obtenir que Kevin Spacey, Frank Underwood, pourra finalement obtenir un poste ministériel dans le cabinet du président des États-Unis. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. On l'apprend directement dans les premières minutes de l'épisode. Le nouveau président revient sur sa promesse et choisit un autre candidat que tout le monde juge plus médiocre, et notamment Kevin Spacey, donc Frank Underwood le pense très fortement également. Cela va enrager les Underwood, et avec l'aide d'une jeune journaliste ambitieuse qui s'ennuie avec cet âge actuel, qui est très opportuniste, ils vont former un trio diabolique qui va se venger du système et essayer de grimper les échelons en prenant de nombreux raccourcis. Donc c'est un jeu qui devient de plus en plus dangereux pour toutes les parties. Et j'ai trouvé que c'était, pour commencer, on comprend dès le départ, c'est une série qui joue en originalité, qui va casser le quatrième mur. Donc on va avoir directement Frank Underwood, Kevin Spacey qui va se tourner vers nous des dizaines de fois par épisode pour vraiment nous murmurer une chose ou l'autre, nous expliquer ce qu'il va se passer dans la scène suivante, faire un commentaire un peu sarcastique sur ce qui vient d'être dit, faire un clin d'œil complice. Donc ça crée une certaine connexion avec l'acteur, et on a l'impression de le suivre pas à pas à travers sa campagne revancharde. Et donc c'est intéressant aussi de pouvoir partager ses pensées. Donc on le voit parler tout haut, mais en fait on comprend qu'il s'agit de ses pensées à ce moment-là. Et oui, c'est assez original ça, parce que donc, ouais. Ça avait été très fort remarqué au moment où la série était sortie, justement cette façon de briser le quatrième mur, et qui du coup ce n'est pas une voix off, donc on a une voix off, du coup ça a presque un côté presque impersonnel, parce qu'on ne voit pas du coup forcément la personne qui parle. Là, on a clairement cet animal politique qui s'adresse à nous et qui nous explique tout ce qu'il veut faire, quoi. Donc on est beaucoup plus intégré dans ses idées, dans sa réflexion, ce qui rend, à mon sens en tout cas, la série prenante aussi. Oui, et ça nous permet de découvrir un peu les coulisses aussi. Par exemple, tout ce qui la galère pour faire passer un projet de loi, par exemple, les petits jeux entre amis, les consensus qui doivent être obtenus, ou les compensations entre différents candidats, entre différents partis. J'ai trouvé que c'était aussi bien joué. De manière générale, Kevin Spacey tire vraiment la série vers le haut. On le voit aussi quand il n'apparaît pas à l'écran, peut-être le niveau redescend un tout petit peu aussi. Il y a des intrigues qui sont variées et qui restent pertinentes. On a des conflits au niveau local aux États-Unis, mais aussi avec la Russie, la Chine, certains intérêts en Afrique, si je me souviens bien. Mais comme je disais, s'il faut peut-être se souvenir de quelque chose, c'est les saisons avec Kevin Spacey étaient peut-être un petit peu au-dessus du reste. La dernière saison redescend un petit peu en qualité. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que Robin Wright tient vraiment la série aussi, et justement, et prend plus d'importance à partir de la 2, je pense, ou la 3 ou la 4, je ne sais plus. Et c'est pas juste un faire-valoir, parce qu'elle aussi se révèle, je trouve, particulièrement cynique, au moins autant que lui. Et donc, c'est vraiment un coup machiavélique, pour reprendre un peu un terme qui a été cité il y a peu de temps ici. Et voilà, donc, moi, ce qui est bien, effectivement, c'est que là, par contre, tout est fictionnel, hein, très clairement, parce que ce ne sont pas ça ne fait pas référence à des personnes qui ont existé, qui se rapprochent d'un président en question ou quoi que ce soit. Mais par le contexte géopolitique, c'est particulièrement ancré dans la réalité, parce qu'on voit les tensions avec la Russie, comme tu le disais, des choses comme ça. Et c'est ce qui rend aussi la série prenante, je pense, parce que, même si ce n'est pas la réalité, on a l'impression d'y être quand même. Oui, et c'est une série qui a pu en fait aussi s'inspirer de faits réels. Par exemple, les fermes à bots pour partager les fake news, les influences externes, notamment de la Russie ou de la Chine, pour essayer de déstabiliser ou de démoraliser le peuple américain via les réseaux sociaux. Donc, ce sont des thèmes aussi intéressants.
Mhm. Et en fait, il suffisait de se baser sur la réalité pour trouver de quoi écrire dans le scénario. Parce que Mhm. il y a des moments où les parallèles sont presque mot pour mot, on change juste le nom de quelques personnes et les faits sont les mêmes. C'est une écriture intelligente et c'est réalisé par David Fincher, donc, qu'on connaît notamment Fight Club, Seven, Social Network, quelqu'un qui s'y connaît, C'est safe. qui sait y faire. Et alors, peut-être en parallèle de House of Cards, il y a la série Designated Survivor que j'ai commencé, je n'ai vu qu'un seul épisode qui concerne aussi en fait le thème du président des États-Unis. On va retrouver le ministre de l'Urbanisme. Il a une sorte de petit portefeuille sans importance, quoique le personnage en lui-même y tient fortement. Il a de beaux projets, c'est un peu un idéaliste. Il est joué par l'acteur Kiefer Sutherland, dont le père Donald est décédé il y a peu. Et c'est un ministre de l'Urbanisme qui est un peu au bout du rouleau. Donc il est très déçu de voir que son travail ne mène à rien parce que le président des États-Unis ignore un petit peu ses suggestions, ses projets, il n'a pas assez de budget. Et un soir, de force, il est en fait coincé dans une suite secrète, tandis que le président et le cabinet et le Congrès, tout le Congrès, participe au discours de l'Union. Si je ne me trompe pas, c'est l'événement qui prend place. Lui, ce ministre de l'Urbanisme, il est donc coincé dans cette suite secrète, étant donné qu'il a été désigné comme survivant, designated survivor, survivant désigné en cas de cataclysme total. Donc, si par exemple tout le Congrès et le président et son cabinet devaient décéder dans un accident, il deviendrait de fait le président en exercice. Donc, comme on peut s'y attendre, étant donné le titre de la série, ce qu'on nous suggère va se passer. Il va y avoir une explosion massive sur le Congrès, il ne reste plus rien. Lui se retrouve tout d'un coup parachuté président, lui qui comptait en fait le matin même rendre sa démission et dont le président souhaitait même voir quitter son cabinet. Le voilà maintenant avec les pleins pouvoirs et il va devoir agencer ses conseillers militaires et autres. Il va devoir aussi éviter certains conflits d'intérêts, se montrer fort, légitime, ce qui reste assez compliqué parce que les bruits dans les couloirs flottent déjà autour de sa démission ou du fait qu'il serait mis de côté. Et il faut aussi comprendre qu'on commence à comploter contre lui, même en interne. Donc, c'est une série qui commence avec ses prémices, qui est un cran en dessous, ou même quelques crans en dessous de House of Cards. C'est difficile à comparer et à atteindre un tel niveau, mais qui pourrait avoir certains mérites. C'est peut-être quelque chose que j'essaierai de continuer. Donc ça, c'est pour Designated Survivor, qui est une série Netflix. Et puis alors, toujours sur le thème de la politique, évidemment, il y a The Eyes of March, qui est un film réalisé par George Clooney, où on va retrouver Ryan Gosling. Donc je vais juste mentionner assez brièvement. C'est un film qui vaut le coup aussi sur un manager de campagne joué par Ryan Gosling qui va gérer la campagne du candidat démocrate qui est joué par George Clooney, qui a plutôt l'air d'être un politicien très intègre, mais du moins ça c'est en extérieur. C'est un candidat qui se bat pour l'investiture du Parti démocrate. Du côté pile, il semble assez intègre. Du côté face, Ryan Gosling se rend compte que ce candidat, cet idéaliste, n'est pas aussi parfait qu'il aimerait le faire croire. Et il a face à lui un autre personnage qui est joué par le regretté Philip Seymour Hoffman. Plusieurs niveaux de complexité qui restent assez intéressantes que je peux conseiller. Oui, je voudrais juste mentionner en fait, parce que je me dis, tiens, ça ne m'évoque absolument rien. En fait, en français, il a été traduit par Les Marches du pouvoir. C'est pas du tout une traduction littérale du titre. Donc voilà, donc on le trouve sous le titre Les Marches du pouvoir en français. D'accord, oui, c'est vrai. Merci pour la précision. Parce que c'est vrai que en fait, ce sont les ides de mars qui correspondent au 15 mars, en fait, dans le calendrier romain, de ce que j'ai pu lire. Le jour où César fut assassiné, d'ailleurs. Et simplement pour mention également, un livre très connu qui a gagné le Pulitzer dans les années 40, en 46, c'est All the King's Men par Robert Penn Warren. On va suivre un politicien dans les années 20 qui est un gouverneur de son État et un de ses aides. À deux, on va les suivre au fil du roman. C'est un gouverneur qui n'hésite pas à ouvertement faire pression, notamment sur un juge, pour essayer de faire pencher la balance en sa faveur sur une cause qui lui est chère. Le livre, je dirais, a sûrement certains mérites, mais j'ai passé 300 pages à me demander ce qui adviendrait par la suite. 300 pages sur 600 pages et j'ai eu l'impression qu'on tournait un petit peu en rond et je n'ai rien lu de particulier. Donc j'ai décidé malheureusement de l'abandonner. Donc ce sera peut-être pour une prochaine fois, mais il doit avoir certains mérites étant donné qu'il a gagné le Pulitzer à l'époque. Et alors pour terminer, on a commencé avec
un essai. Tu parlais de Contre les élections. Il y a 2 essais qui pourraient valoir le coup aussi. Donc le premier, c'est On Tyranny, donc sur la tyrannie, de Timothy Snyder. C'est un essai assez bref, une compilation de 20 chapitres courts et impactants sur les signes à tenir à l'œil pour combattre la tyrannie. Donc on va avoir 20 chapitres sur 20 leçons qu'on a pu apprendre lors du XXe siècle. C'est une écriture très limpide, concrète, avec des exemples assez clairs, qui incitent le lecteur à la proactivité lorsque les choses commencent à tourner. On pourrait peut-être regretter que l'auteur ne donne pas de conseils sur l'approche à prendre et à suivre quand la société devient fasciste ou même est tombée dans la tyrannie. Donc ça, on est plutôt d'un côté proactif quand les choses sont encore sous notre contrôle. Donc chaque chapitre va avoir un thème bien particulier. Ce n'est que 5-10 pages maximum. On a notamment des conseils comme ne pas obéir en avance. Donc, c'est un thème qui est assez récurrent de manière historique. On voit notamment en Belgique ou en France, les forces de police notamment, ou même les citoyens, ont collaboré avec les nazis avant même de recevoir des ordres. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'insister, de ne pas obéir en avance, de ne pas prendre de mauvaises initiatives comme ça a été fait à l'époque. L'importance de défendre des institutions, l'importance aussi de l'éthique professionnelle, profiter notamment des réseaux professionnels dans différents secteurs d'activité pour empêcher la tyrannie de s'installer. Notamment, on pense aux avocats qui ont une bonne connaissance de la loi, qui peuvent aussi aider à mettre des bâtons dans les roues. Les métiers du transport, donc on en parlait, où il suffit notamment de se mettre en grève pour vraiment enrouer une machine qui commence à se mettre en place. La police qui a aussi un rôle très important aussi, qui peut être un des premiers remparts contre la tyrannie si elle prend les bonnes décisions. Et puis faire attention aux groupes paramilitaires, l'importance d'avoir une vie privée véritable, ne rien laisser au hasard qui pourrait être utilisé contre nous, mais des choses de ce style. Et alors le dernier, sur le même thème, c'est un livre une sorte d'œuvre de non-fiction, un essai un peu plus long que celui dont je viens de parler, par Steven Levitsky et Daniel Ziblatt, How Democracies Die. Là, il s'agit en fait de comprendre comment les démocraties meurent, parce qu'elles ne meurent pas dans l'ombre, elles meurent en fait sous nos yeux. Une sorte de manuel, une sorte de fiche de lecture pour comprendre comment, étape par étape, les autocrates vont détricoter les démocraties. Par exemple, capturer la justice, les juges, placer ceux qui leur sont loyaux. Il y a plein d'exemples comme ça à suivre. On se base sur Trump. C'est écrit en 2018, donc il y avait déjà 2 années de Trumpisme pour vraiment comprendre l'idée et les motivations. Donc, ce sont tous les exemples auxquels il faut faire attention pour éviter de perdre la démocratie, de tomber dans un autre système qui serait bien moins plaisant. Donc je peux conseiller fortement ces 2 essais, Thibaut, si ça te dit de continuer là-dessus. Je pense qu'il y a de bonnes idées aussi pour rester actif et les yeux ouverts. C'est noté. Et puis alors, on va s'arrêter là. On a parlé pas mal de justice, peut-être même d'identité, dans certaines manières. Ce seront en fait les thèmes des prochain podcast après l'été. Donc Thibaut, je te souhaite un excellent été. Est-ce que tu as peut-être quelques œuvres sur ta pile? Oh non, j'ai pas encore réfléchi à ça. C'est vrai que je ne suis pas encore en fait dans l'esprit des vacances pour le moment. D'accord, ça viendra Ouais, ça sûrement. viendra. Thibaut, je te souhaite un excellent été aussi à nos auditeurs et on se dit à bientôt. Oui, bel été Max et à bientôt. Ouais, à bientôt, merci. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.